Un jeune homme nommé Frank Abagnale Jr. mène une vie prospère et stable à New Rochelle, dans le New Jersey, avec ses parents Frank Sr. et sa mère française Paula. Un soir, le Rotary Club de New Rochelle remet une distinction à Frank Sr. Frank Jr. regarde son père avec fierté et admiration depuis le siège avant. À la maison, Frank Sr. raconte comment il a rencontré sa femme Paula pendant que Frank Jr. et sa mère dansaient. La mère finit par renverser du vin sur le tapis, alors Frank Jr. va chercher une serviette dans la cuisine. Quand il revient dans le salon, il regarde ses parents danser tendrement sur « Embrassable You » d'Ella Fitzgerald. Le lendemain matin, Frank Sr. réveille brusquement son fils et lui dit de ne pas aller à l'école et de l'accompagner à une réunion importante. Les deux se rendent chez un tailleur pour emprunter un costume noir, mais la femme les rejette en disant qu'ils n'ouvriront pas avant une demi-heure et qu'ils ne prêtent pas de vêtements. En réponse, Frank Sr. sort un collier en or de sa poche et demande à la femme si c'est le sien. Quelques instants plus tard, Frank et son fils se rendent à la banque Chase Manhattan et Frank Jr. enfile le costume noir. Frank lui dit d'attendre dans la voiture et lui demande pourquoi les Yankees gagnent toujours. Frank lui répond que les gens ne peuvent pas détourner leur regard des rayures, enseignant ainsi à Frank Jr. à valoriser la subordination et la diversion. Frank Sr. entre ensuite dans la banque pour emprunter de l'argent, mais le caissier refuse car Frank Sr. fait l'objet d'une enquête pour fraude fiscale. Finalement, Frank Sr. ne parvient pas à obtenir le prêt et échange sa voiture. Par la suite, la famille Abagnale est contrainte de quitter sa maison en raison du déclin financier continu et des problèmes de fraude fiscale de Frank Sr. Malgré cela, Frank Sr. continue de faire de son mieux pour le bien de son fils. Pour son 16e anniversaire, Frank Sr. offre à son fils un chéquier et lui ouvre un compte bancaire avec $25. Toujours en difficulté financière, Frank Jr. est contraint de fréquenter une école publique. Frank Jr. se dirige vers sa classe et l'un des enfants lui fait remarquer qu'il ressemble à un remplaçant. Cela lui donne l'idée improvisée de se faire passer pour un remplaçant, alors il commence à ordonner aux enfants de s'asseoir et ils lui obéissent. Il donne ensuite un cours à la classe et en profite pour humilier le tyran qu'il avait bousculé auparavant, laissant le garçon bouleversé et pensant s'en être pris à un vrai professeur. Quelques semaines passent et les parents de Frank Jr. sont convoqués par le directeur. Celui-ci leur rapporte que Frank Jr. se fait passer pour un remplaçant depuis des semaines et qu'il a même organisé une réunion avec les parents. Les parents sont surpris, mais le père de Frank est secrètement fier des exploits de son fils. De retour à la maison, Junior est choqué de voir Jack, l'ami de son père, sortir de la chambre avec sa mère. Frank Jr. est complètement pris au dépourvu et sa mère, malgré son malaise, essaie de le calmer avec de l'argent. Il va ensuite dans sa chambre et ferme la porte. Quelque temps plus tard, Frank Jr. rentre à la maison et trouve un autre homme chez lui. Junior s'indigne, mais l'homme le rassure et l'emmène dans la pièce où ses parents l'attendent. L'homme est avocat et tente d'expliquer que les parents de Frank Jr. sont en train de divorcer. Ils lui remettent un document officiel, lui demandant d'écrire le nom du parent avec lequel il souhaite obtenir la garde. Plein d'émotions, le garçon perplexe n'arrive pas à prendre une décision, alors il sort précipitamment de la pièce et court immédiatement vers la gare, pris de panique. Au cours des mois suivants, Frank fait des allers-retours entre des hôtels et d'autres endroits étranges pour se remettre sur pied en utilisant le chéquier que son père lui a donné. Cependant, les chèques étaient tous faux, car il n'avait pas d'argent. Un jour, Frank, encore mineur, tente de se faire passer pour un professionnel plus âgé afin d'obtenir un prêt. Alors que Frank sort d'une autre banque après un prêt refusé, il passe devant un tailleur où il voit exposer un uniforme de pilote. Frank est complètement fasciné par cette fabuleuse exposition et par l'admiration qui entoure le pilote. Inspiré, Frank a l'idée de se faire passer lui-même pour un pilote. Il prétend être un lycéen qui écrit un article pour le journal de son école et interviewe un professionnel de l'aéroport. Il recueille ainsi toutes les informations nécessaires pour se faire passer pour un pilote. Il passe ensuite quelques coups de fil pour entrer en contact avec certains fournisseurs d'uniformes de la Pan AMR. Grâce à ces relations, il reçoit un uniforme officiel et crée également des chèques frauduleux à l'ordre des employés de Pan AMR pour les encaisser. Cependant, ces mensonges incessants se retournent un jour contre lui lorsqu'il est embarqué dans un avion en tant que « tête de mort », sans savoir ce que cela signifie. Au fil du temps, il parvient à accumuler des chèques falsifiés d'une valeur de plusieurs millions de dollars grâce à son charme et à ses astuces. Un après-midi, Frank rend visite à son père pour lui faire la surprise d'une Cadillac. Frank Sr. lui en est reconnaissant, mais refuse de l'utiliser car le fisc pourrait la trouver suspecte. Ils fond ensuite en larmes lorsque Frank Jr. évoque sa mère. Cependant, Frank Sr. promet de continuer à se battre pour elle et de réunir leur famille,
ce que Frank Jr. désire plus que tout. Carl Enrati, un agent du FBI déterminé et résolu, commence à traquer Frank en raison de ses fraudes sur les chèques. Carl parvient à se rendre à l'hôtel où Frank séjourne. Il passe à l'action et se dirige vers la chambre de Frank. Frank se dirige vers sa chambre d'hôtel lorsqu'il croise, à la sortie du couloir, Monsieur Murphy, un vieil homme aveugle aidé par son accompagnateur. Carl arrive dans la chambre de Frank, un pistolet à la main. Malgré cette intrusion, Frank regarde Carl avec calme et sérénité avant de lui dire qu'il est l'agent Barry Allen des services secrets. Tout en baissant la garde de Carl, il lui demande tout de même une pièce d'identité. Avant que Carl ne puisse ouvrir le portefeuille de Frank, ce dernier le dirige vers la fenêtre, lui disant que son partenaire est déjà en train d'arrêter le criminel. Cela le convainc et le rassure, alors Frank prend congé tandis que le portefeuille est toujours entre les mains de Carl. L'homme s'effondre sur le lit et vérifie le portefeuille, constatant qu'il ne contient aucun document d'identité. Quand il se penche à la fenêtre, Frank est déjà en train de s'enfuir. Frank s'est enfui et continue d'en apprendre davantage sur l'aviation en continuant à se faire passer pour un étudiant qui rédige un rapport. Finalement, le professionnel de la compagnie aérienne l'arrête et lui dit de partir, mais pas avant de lui avoir remis un article de journal sur un escroc qui se fait passer pour un pilote dans les compagnies aériennes, appelé « The Skywayman ». Dans l'article, il est décrit comme « le James Bond du ciel ». Cette remarque inspire Frank à aller voir le dernier film de Bond et à acheter exactement le même costume et la même voiture que ceux que James Bond porte dans le film. Il se rend dans un hôtel et rencontre une femme séduisante avec laquelle il finit par passer la nuit. Le lendemain, Carl passe la matinée dans un snack bar. Il cherche Barry Allen dans l'annuaire téléphonique et trouve plusieurs adresses de personnes répertoriées sous ce nom. Un jeune serveur aperçoit par hasard ses papiers et lui demande s'il est fan de Barry Allen, qui est la véritable identité du super-héros imaginaire, The Flash. À ce moment-là, Carl se rend compte que Frank n'est qu'un enfant. À la lumière de cette nouvelle information, il appelle ses partenaires pour rechercher tous les cas d'enfants disparus afin d'essayer de retrouver Frank. Finalement, Carl et les agents du FBI trouvent la mère de Frank, Paula. Paula, qui s'est remariée, coopère avec les agents du FBI. Elle leur remet une photo de son fils tirée de l'annuaire, ce qui permet à Carl d'identifier Frank et d'obtenir son nom. Frank Senior, qui travaille désormais à la poste, annonce à son fils que sa mère Paula s'est remariée, ce qui bouleverse Frank Jr. Frank Jr. dit à son père qu'il veut arrêter de courir, mais celui-ci l'encourage à continuer. Frank Jr. s'en va. Il se fait passer une fois de plus pour un pilote et élabore un faux programme de stage qu'il propose à 8 jeunes femmes d'une école voisine. Carl, qui dispose d'une centaine d'agents de sécurité pour la compagnie aérienne, surveille Frank, mais ce dernier franchit la porte en tenue de pilote, accompagné de ses jolies hôtesses de l'air, afin de détourner l'attention des agents de sécurité, tous des hommes. Frank les échappe une fois de plus et s'envole hors du pays. 7 mois plus tard, le FBI se lasse de traquer Frank, à l'exception de Carl, qui a toujours l'intention de le capturer. Finalement, Carl se rend compte que les chèques récupérés par Frank étaient tous authentiques. Cela l'amène à demander à des experts quel type de machine peut produire ce type de chèque. Les experts lui répondent que ces machines existent également dans d'autres pays. Carl se souvient de sa conversation avec Paula et pense que Frank pourrait se trouver en France, dans le pays de sa mère. Carl finit par retrouver Frank à Montrichard. C'est la veille de Noël et une foule de personnes se rassemble dans la chapelle voisine. Il entre dans l'usine de chèques et trouve Frank en train de produire des centaines de chèques. À ce stade, Carl est inquiet et presque protecteur, et il tente de convaincre Frank d'arrêter. Il lui dit qu'avec la colère et l'embarras de la police française, celle-ci prévoit maintenant de le tuer. Frank laisse finalement Carl l'emmener, mais lorsqu'ils sortent, il est emmené par la police française à la prison locale. Là, en raison des mauvaises conditions, il risque de mourir. Finalement, Carl trouve le moyen de ramener Frank chez lui, aux États-Unis. Dans l'avion, Carl informe Frank que son père est décédé. Accablé de chagrin, Frank s'enfuit de l'avion par les toilettes. Il se précipite vers la maison où vivent sa mère et son nouveau mari. Malgré tous ses efforts, Frank finit par perdre le peu d'espoir qui lui restait. Il finit par se rendre à Carl, arrivé avec le FBI. Il est alors condamné à 12 ans dans une prison de haute sécurité. Pendant sa peine, Carl rend visite à Frank de temps en temps. Lors d'une de ses visites, il montre à Frank un chèque frauduleux sur lequel il travaille. Frank identifie immédiatement que le caissier de la banque est impliqué dans l'affaire. Impressionné,
Carl convainc le FBI de permettre à Frank de purger le reste de sa peine en travaillant pour le FBI dans l'unité chargée des fraudes bancaires. Frank accepte et commence à travailler avec Carl, malgré les réticences des autres membres du FBI. Frank a enfin trouvé sa place. Le film est basé sur une histoire vraie. Frank Abagnale Jr. est marié depuis 26 ans et vit dans le Midwest avec ses 3 enfants. Frank s'est construit une vie couronnée de succès en tant que l'un des plus grands experts mondiaux en matière de fraude bancaire et de falsification, et il est resté ami avec Carl Enrati.